À Saint-Malo, il y a la mer, des remparts, des oiseaux. À Saint-Malo, il y a du vent, des touristes, des bateaux. À Saint-Malo, il y a des églises, des embruns, des restos. Et puis à Saint-Malo, il y a des étonnants voyageurs et parmi eux, Catherine Chabot. Catherine Chabot, bonjour. Bonjour. Elle n'est pas traditionnelle cette introduction d'habitude, je raconte ce qu'a fait l'invité, etc. Mais j'avais envie d'expliquer un peu la genèse de cette rencontre. Nous, on s'est rencontrés à Saint-Malo lors d'un salon littéraire qui est le deuxième salon de France, s'il vous plaît, qui s'appelle Étonnants voyageurs. Lors d'un débat avec Éric Orsena, je pense que vous en souvenez, sur le développement durable, la mer, la préservation de la mer et du littoral. Qui est un de vos grands combats et nous en parlerons dans l'émission. Mais c'est vrai qu'on vous connaît d'abord comme navigatrice et c'est pour ça qu'on vous a sous-titré navigatrice. C'est vrai que c'était compliqué de vous sous-titrer journaliste, navigatrice, tous les combats que vous menez pour le développement durable, on a du mal à vous situer. Oui. Comment vous vous présentez aujourd'hui? C'est difficile. Pendant longtemps, je m'étais navigatrice et journaliste. Aujourd'hui, je suis navigatrice à la retraite, même si je navigue toujours. À la retraite. Et journaliste, je ne collabore à aucun support média. Donc, ces dernières années, j'ai travaillé sur le Grenelle de la mer. Je suis engagée depuis 8 ans sur le développement durable, la préservation de la planète, etc. Donc, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi mettre. Consultante, je trouve que c'est un mot très, très prétentieux pour ce que je fais. Je suis quelqu'un qui, si je revendique quelque chose, on va dire, pas une profession, mais je suis quelqu'un qui relie les autres. C'est-à-dire, ce que je sais faire, c'est présenter Pierre à Paul et une femme de réseau, comme on dit. Et Jeanne à Germaine, mais pour créer des synergies. Voilà, moi j'aime bien, c'est-à-dire que je suis un peu au cœur de réseau. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis une femme assez passionnée. Et quand je sens qu'il y a une bonne idée quelque part, j'aime bien la faire connaître. Ayant fait construire des bateaux, etc., je m'intéresse beaucoup à la technologie, à l'innovation, etc. Et aujourd'hui, dans le développement durable, beaucoup des solutions passent par repenser les objets avec lesquels on vit du quotidien. Et par exemple, je travaille sur les biomatériaux, on en parlera peut-être. Mais voilà, et moi, j'y connais rien. Je suis incapable de construire quoi que ce soit de mes mains. En revanche, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai des gens qui m'éclairent sur ma route. J'ai un spécialiste du plancton qui m'a éclairé. Là, un chercheur qui est un spécialiste des biomatériaux qui m'a ouvert des portes le jour où j'ai découvert sur quoi il travaillait, etc. Donc, je ne sais pas comment me définir, mais on va dire une passeuse. On me dit, de temps en temps, toi, t'es une passeuse. Alors, c'est vrai que ce qu'on connaît de vous et le moment où le grand public vous a sans doute découvert, et même ceux qui sont totalement néophytes pour tout ce qui concerne la mer, par exemple, moi, on vous a découvert au moment de vos 2 tours du monde en solitaire, sans escale. C'était quand même assez incroyable à l'époque. Je crois que ça l'est toujours. D'ailleurs, c'était le Vendée Globe 96 et 2000. Il y a eu 13 traversées de l'Atlantique, dont 4 en solitaire, des participations à la solitaire du Figaro. On ne peut pas tout citer, mais il y a eu beaucoup de choses. Concernant la mer, d'abord, on a vu une femme sur un bateau, quoi. Oui. C'est d'abord cette image-là de vous trempée et menant son bateau. Oui. C'est cette image-là qu'on a tous en tête. Oui. Oui, c'est vrai que je suis avant tout. Mais je pense que la mer, même plus que le bateau lui-même, c'est d'abord la mer qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est votre école. Voilà, c'est mon école. Quand on était gamin, on n'habitait pas au bord de la mer. Mais même pas du tout. Vous n'avez pas arrêté de bouger tous les 2 ans à cause du métier de papa? Oui, mais enfin, pas longtemps. Enfin, après, on est resté en banlieue parisienne. C'est vrai que je suis née à Lyon, on a vécu à Lyon et à Bordeaux. Et ensuite, on est monté en banlieue parisienne. Papa travaillait à Paris. On fait mieux que Saint-Cloud, quand même, en termes de bord de mer. C'est sûr, et même j'aurais pu pratiquer la voile sur la Seine, chose que je n'ai pas faite. En revanche, mon père était d'origine marseillaise, et maman aussi d'ailleurs un peu. Et mes parents ont découvert la Bretagne, j'étais très jeune, le Nord Finistère, Roscoff, et j'ai appris à nager là-bas, j'ai appris la mer là-bas. Et très tôt, papa nous a mis un masque et un tuba. Voilà. Que papa était passionné de plongée sous-marine. Passionné de plongée sous-marine. Alors nous, c'est les 4 frères et sœurs. Voilà. Oui, on est 4 frères et sœurs, absolument. Et à mon insu, parce que quand on est gamin, on boit tout ça, on vit les choses, on les ressent, et peut-être qu'après, on les analyse. Et les analysant aujourd'hui, je suis sûre que ma passion de la mer et mes engagements aujourd'hui pour préserver la planète, c'est dans les laminaires au large de Roscoff ou au bord de la plage que j'ai découvert, que tout ça est né. Et puis aussi des parents qui aimaient bien la nature sauvage, vierge. La Lozère. La Lozère. Beaucoup de points communs d'ailleurs entre la Bretagne et la Lozère, des pays granitiques, des pays sauvages. Et mon père qui aimait la nature sauvage, il
il aimait tout ce qui était naturel. Mon père détestait que ma mère soit maquillée, il ne fallait pas de parfum, enfin, et voilà. Brut de décoffrage. Un peu brut de décoffrage. Mais voilà, il aimait la nature. Et aujourd'hui, moi, sur ces tours du monde, j'ai aimé être immergée dans la nature vierge, sauvage et belle, quoi. Et c'est à la fois, c'est très simple. Hein, je vais vous dire, la vie en mer, c'est extrêmement simple. C'est rustique, donc la mer, même. voilà, c'est la mer qui m'a fondée. C'est en mer, alors déjà sensibilisée par cette nature. Quand vous voyez la nature avec des débris, ce qu'on appelle des macro-déchets, c'est-à-dire des objets flottants, des bouteilles de plastique, des polystyrènes. Au large, mais à 1000 milles de toute terre habitée, pour reprendre une expression que j'aime bien dans Le Petit Prince, c'est terriblement angoissant, quoi. Et puis, moi, ça me provoquait des colères, de croiser des nappes de dégazage, etc. Et donc, comme je suis quelqu'un d'optimiste, et ça, c'est ma mère qui m'a beaucoup, à mon avis, a transmis son optimisme, j'ai eu envie je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Voilà. Donc la mer m'a fondée. D'où le combat d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça a été une véritable... L'éducation de vos parents, elle paraît assez géniale parce qu'ils vous ont éduqué à la liberté par la mer, par la Lozère aussi, où vous couriez dans les collines. Est-ce que je vois que vous avez apporté un objet très rigolo que je n'avais encore jamais vu sur le plateau? C'est une petite map-monde gonflable, un globe gonflable. Ça symbolise cette liberté? Oui, ça symbolise aussi une chose. Ce globe m'a accompagnée sur mes 2 tours du monde. Ah oui, c'est un outil intéressant quand on est perdu en mer, un petit globe gonflable. Effectivement, je pense que la liberté dont vous parlez, c'est le sentiment très très fort que j'ai ressenti enfant. C'est le sentiment très fort que j'ai ressenti quand j'ai découvert le bateau, parce qu'avec papa, on était sous l'eau, on était dans l'eau, on n'était pas sur l'eau. C'est un peu après, c'est à l'adolescence, j'ai un peu avec mes parents, mais aussi en répondant à des annonces d'une bourse des équipiers, etc., que j'ai commencé vraiment à pratiquer. Et alors, la mer vous paraît, quand vous êtes enfant, la terre vous paraît immense. Bien sûr. Et le bateau est un moyen extraordinaire pour la découvrir, pour la parcourir, et un moyen qui, effectivement, par lequel vous ressentez cette liberté. Puis, en fait, quand vous partez faire un tour du monde, à la voile, aujourd'hui, on le fait pour certains très vite, avec des grands multicoques océaniques. Moi, je l'ai parcouru en 140 jours, mon premier tour du monde. Et je peux vous dire que j'avais l'impression d'arpenter la Terre pas à pas, et que j'ai redécouvert la dimension de la Terre quand on ne la prend pas avec l'avion, mais quand on la parcourt pas à pas, comme ça, 1000 après 1000, elle est immense, cette Terre. Et je pense que j'ai eu envie je me suis posé la question, quel objet j'allais vous apporter. Voilà, j'ai eu envie de vous montrer cet objet. Il m'est cher. Mon fils, aujourd'hui, qui a bientôt 5 ans, a joué pas mal au football avec, et je lui ai dit, mais je te la prête. Mais puis finalement, j'ai fini par la planquer sur une étagère en lui disant, non, alors elle a des bouts de scotch, parce qu'elle est... Mais j'y tiens beaucoup, ce globe. Et ce globe, en bateau, en mer, vous rappelez quoi exactement quand vous le gonfliez pour le regarder? Ça me donnait... J'ai essayé d'appréhender la totalité du parcours. C'est ça. Parce qu'on a besoin de points de repère. On a besoin, quand on est seul en mer, pendant des jours et des jours, on a besoin, ce que je raconte d'ailleurs dans mon premier livre, Possible rêve, on en parlera peut-être après. Tout de suite, même. Mais on a besoin de rituels. Et on a besoin de points de repère. On a besoin de se raccrocher à des choses que l'on connaît. Alors donc j'étais là et je mettais un petit point là où j'en étais, et j'appréhendais tout ce qui restait encore à parcourir. Et puis en même temps, beaucoup d'affection pour ce globe, quoi. Beaucoup d'affection pour cette terre et pour cette... voilà. Puis en même temps, c'était paisible. Puis c'est intéressant de voir, parce que le tour du monde, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand... Je ne sais pas si la caméra le montre, mais un tour du monde, quand on part avec le Vendée Globe, en fait, on fait le tour de l'Antarctique, voilà, et on tourne l'Afrique, voilà, on fait le on tour descend de l'Atlantique, l'Atlantique, on remonte. Tour de l'Antarctique, et on remonte, et voilà. Mais il y a des océans qu'on n'explore pas, aussi. Et pourquoi? Parce qu'on va dans le Pacifique Sud. Voilà, on reste dans le Pacifique Sud, mais on remonte pas. Il y a tout ça encore à découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir, et elle est tellement belle. Alors, parlons de votre premier livre, parce qu'il est très intéressant. Catherine Chabot, Possible rêve, qui était sorti en 97 chez Glénat. Oui.
Qui est épuisé, je crois. Qui est épuisé. C'est moi qui ai acheté le pilon, qui a acheté ce qui partait au pilon. Je vous dis tout. Mais c'est vraiment celui qui est vraiment le plus personnel de tout ce que j'ai pu écrire. On va le feuilleter ensemble si vous voulez bien, parce que je vois, il est drôle ce livre, il est plein de petits post-it rouges. Je vous demande à chaque fois, à chaque invité, d'arriver avec un livre ou des livres et de choisir des passages. Allez voir, quels sont ces passages que vous avez sélectionnés, tous ces petits post-it. C'est vrai que, je vous rassure, tous les post-it, c'est uniquement des choses que je n'ai pas écrites moi-même, parce que c'est plutôt des textes qui m'ont accompagnée. Des textes parfois surprenants qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver en mer. Voilà, par exemple, il y a une chanson de Michel Jonas que j'ai écoutée en passant le Cap Horn. C'est « Home les hommes tranquilles ». Et alors, c'est tellement laissé loin le bruit des villes où de nombreux navires ont fait naufrage, hisser les voiles pour aller respirer l'air du large, dormir sous les étoiles. Et la deuxième fois que j'ai passé le Cap Horn, je l'ai passé aussi de nuit. Mais la première fois, je l'ai passé de jour. Puis la nuit est venue, et il y avait une espèce de... C'était magique, parce que passer le Cap Horn, c'est pas tellement le fait de le passer qui est important, c'est que c'est l'aboutissement de toutes les mers du Sud. Et c'est la valeur symbolique, finalement. C'est la valeur symbolique. Oui. Quand on est seul sur un bateau pendant des jours et des jours, on a une espèce de sensibilité qui est à fleur de peau. Et alors, j'ai pleuré. D'abord, je venais de boire un petit coup de champagne, et comme je ne buvais pas depuis des jours, etc., je pense que j'étais un peu pompette et un peu fatiguée, et que toute la pression des mers du Sud, je vous assure que se retrouver dans les tempêtes, je me suis retournée à moitié avec le bateau, enfin bref. Ouais. Il y a eu des grosses émotions quand même. Et alors là, au passage du Cap Horn, on a l'impression que c'est... La pression retombe. La mer s'est aplatie, etc. Et alors après, il dit, dans le silence immobile, soyez prêts pour le grand départ. Bientôt, c'est sûr, ce sera l'heure de larguer les amarres pour la grande aventure. Et puis après, il dit, derrière Holm, les hommes tranquilles, derrière vous, le bruit des villes. Laissez-vous bercer par la mer, et sur les ondes emportées par la mer vers le nouveau monde. Holm, les hommes tranquilles, etc. Puis alors, c'était merveilleux, ce texte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une évocation du Petit Prince, qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais gamine. Il y a en quoi encore? Allez, un des plus beaux textes de la littérature française. Oui. Nous avons cette passion-là en commun. Ah oui, mais c'est amusant parce qu'on l'a tous écouté aussi dans la voix de Gérard Philippe quand on était gamin. Et quand j'ai largué les amarres au départ de mon premier Vendée Globe, j'ai pensé au renard qui disait je partirai. Je ne sais même plus, je suis un peu peut-être émue, mais qu'est-ce qu'il dit le renard? Qu'est-ce qu'il dit le renard? Qu'est-ce qu'il dit le renard? Posez-vous la question à la maison, que dit le renard dans Le Petit Prince? Non, c'est parce que je ne suis pas à la bonne page. Je ne suis pas à la bonne page. Bon, je ne vais pas prendre... Mais il y a aussi... si. Et quand l'heure du départ fut proche, dit le renard, je pleurerai. Puis il ajouta, va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Et je pensais à ça, et je suis un peu allée voir ma rose, moi, pendant mon tour du monde. Enfin bon, c'est un voyage un peu initiatique que j'ai fait. Donc j'allais lentement. J'ai pas gagné. Alors aujourd'hui, mon titre de gloire, c'est d'être la première femme à avoir bouclé ce tour en solitaire et sans escale. Mais moi, je suis arrivée dernière. On était 15 au départ, 6 uniquement à l'arrivée, 9 abandons, une disparition. La disparition, mais par contre, c'est Jerry Roof qui a son bateau s'est retourné. Ouais. Et on l'a pas retrouvé. On a retrouvé des débris de son bateau sur les côtes chiliennes des mois et des mois après. Enfin, bon. Donc, je dis toujours, c'est une expérience de l'extrême, ce tour du monde, parce que c'est extrêmement dur. Quand c'est dur, c'est vraiment très difficile. Quand c'est bon, c'est extrêmement bon, c'est délicieux. Vous vous sentez à la fois tout petit, à la fois immense, vous retrouvez votre place dans l'univers, vous voyagez avec les âmes, c'est quelque chose au bout. Et alors là, c'est parce que ça dure très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, faire un tour du monde en 50 jours, on ne vit pas ce que j'ai vécu. Peut-être aussi que ceux qui le courent en 50 jours, c'est vraiment pour la compétition. Et voilà, et le dernier texte que j'ai envie de vous lire, c'est un extrait, c'est la fin de Cyrano de Bergerac. Parce que c'est des phrases qui m'ont accompagnée depuis mon enfance. Cyrano est en train d'agoniser. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ont un rapport avec la mort, en plus, là-dedans. Tout va bien, Catherine. Et il regarde les feuilles, c'est l'automne, il regarde les feuilles tomber, et il dit « Les feuilles, dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol,
veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. C'est voilà, c'est. Vous dites la mort, c'est pas tant la mort que le départ, parce que chaque départ peut. Vous l'avez dit avec Jerry Roof, chaque départ c'est déjà une petite mort. Hein. Partir, c'est mourir un peu, c'est ça? Et mourir, c'est partir beaucoup, on sait ça aussi. Et voilà, c'était à chaque fois un défi aussi. On n'est pas sûr de vous retrouver vivant à la fin d'une aventure comme celle-là. Alors c'est amusant parce que quand j'ai dit au revoir à mes parents, je savais que je reviendrais ce jour-là, enfin le jour du départ. Et pourtant, eux m'ont regardé comme s'ils me regardaient, ils me voyaient peut-être un peu pour la dernière fois. Mais j'ai un peu évacué ça. Mon deuxième départ a été plus difficile. Je me suis dit là, je peux y rester. Toujours plus difficile la deuxième fois. Hein. C'est toujours plus la conscience de la première. Mais il est beau ce texte, voilà. Alors justement, puisqu'on parle de livres, il y a dans cette émission une séquence qui s'appelle de VIP à VIP. Et nous avons donc un ancien invité qui vous pose une question à vous, Catherine Chabot, quelqu'un que vous connaissez, un certain Yann Kefelec. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors on va écouter. Une question. Et il vous pose une question. Et je regarde où? C'est de répondre. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. C'est la question de VIP à VIP. Bonjour Catherine. Alors j'ai une question, non pas une question bateau à te poser, mais plutôt une question stylo. On aime et on t'admire, évidemment. Moi, je sais, j'ai bavardé plusieurs fois avec toi. Je suis vraiment, je trouve ça extraordinaire ce que tu as fait sur la mer. Et j'aimerais bien maintenant que tu nous montres sur la page aussi ce que tu as ressenti lorsque tu étais en solitaire autour du monde. Et c'est vrai qu'un roman de ta part me ferait énormément de bien. Est-ce que tu penses à l'écrire? Est-ce que je pense à écrire? Oh là là. Il est en train. Yann touche à un point extrêmement sensible. Écrivain de la marine. Hein. Écrivain de la marine. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour les romanciers. Je me suis rendu compte parce que l'écriture, j'aime écrire depuis toujours. Je suis journaliste de formation, etc. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit, journaliste, qui m'a dit, Catherine, tu n'es pas habitée par l'écriture. C'est sévère, ça, quand même. Et je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait me dire. Ouais. Et aujourd'hui, le roman, c'est l'imagination. C'est la capacité de mettre des images, des sensations, des sentiments, les traduire par des mots. C'est inventer des situations, c'est donner presque faire sentir les parfums dans l'écriture. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas capable d'inventer. J'aime écrire, j'aime raconter les choses. Et aujourd'hui, s'il me dit si j'ai envie d'écrire un roman, j'aimerais. C'est l'un de mes rêves les plus chers aujourd'hui serait au moins d'être capable d'écrire un conte. Depuis très longtemps, je rêve d'écrire un conte. Parce que peut-être Le Petit Prince m'a habité toute mon enfance. Un conte initiatique alors? Oui, je crois, enfin, c'est vrai que j'ai été... Moi, les livres qui m'ont marqué, c'est Siddhartha, c'est L'Alchimiste, je suis désolée, c'est assez bateau ce que je vous raconte, c'est assez simple, mais je pense que je rêverais d'être capable d'écrire un conte. Et je me trouve très nulle en matière d'imagination. Avec mon fils aujourd'hui, c'est lui qui m'oblige à inventer. Il a quel âge ce petit garçon? Il a bientôt 5 ans, et quand il me demande de lui... Côme, il s'appelle Côme. Et quand il me demande de lui inventer une histoire, ce que sait très bien faire son papa, les premières fois, j'étais terrorisée, quoi. Et puis je me suis dit, il faut que je me lance, quoi. Comme il me demande d'écrire, de dessiner quelque chose, je ne sais pas dessiner. Et j'ai la même... Enfin, le dessin, c'est pire. Quoi. Un petit côté pâteau de votre côté, ou pas de confiance en soi ou... Ben, c'est-à-dire que peut-être pas assez de liberté. C'est ça qui était extraordinaire. Ah bah moi, non, pas libre, vous, Catherine Chabot. Non, je pense que je ne suis pas assez libre pour... Non, je ne sais pas. Une liberté intérieure. Alors, pourtant, je sais pas, on vous sent tellement libre. Je suis libre, mais en tous les cas, avec un crayon, c'est surtout dramatique avec un crayon. Je ne sais vraiment pas dessiner. Avec les histoires, lui m'engage me force, et je me rends compte que j'y arrive, quoi. J'y arrive, et même je raconte des histoires assez étonnantes parfois. Mais le roman, j'aimerais, ça c'est un vrai challenge pour moi. Ça, je pense que demain j'aimerais avoir le temps, parce que le luxe du romancier, c'est de pouvoir se poser. Et comme moi, je suis beaucoup dans l'action, il faudrait que je sois capable de me poser. Ça, effectivement, c'est encore autre chose. Mais je rêve de ça.
C'est une très bonne question. Alors, l'autre objet que vous avez amené, on a parlé tout à l'heure des biomatériaux. On va parler un peu de ce que vous faites aujourd'hui. C'est tout petit, hein. C'est une sorte je suis désolée, j'en avais pas. Quand j'ai vu ça en loge de maquillage, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Elle m'amène un bout de plastique marron. Ouais, on va pas pouvoir le montrer non plus à la caméra. Si, on zoomera. Et alors, parce que malheureusement, chez moi, j'ai plus que celui-là. C'est pas du plastique, en réalité. Alors, aujourd'hui, nos bateaux de plaisance sont fabriqués en fibre de verre et en polyester. C'est le liant, c'est ce qui fait que la fibre de verre qui est du tissu va se rigidifier. Voilà. Et on appelle ça un polymère. Et le problème, c'est que la fibre de verre, c'est consommateur d'énergie. Le polyester, c'est dérivé du pétrole. Et que l'idée, et 80% de nos bateaux sont faits comme ça. Et en fin de vie, on ne sait pas quoi faire de ces bateaux-là, de ces matériaux. On les broie, la seule destination que l'on a trouvée, c'est l'incinération. Et donc, quand j'ai arrêté la course au large, j'ai voulu concevoir un bateau propre. Et puis, j'étais partie sur, je ne savais pas quel matériau utiliser. Et j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Christophe Ballet, de l'Université de Lorient. Et il travaille depuis des années sur les biomatériaux. Ça, c'est de la fibre de lin et de l'amidon de pomme de terre. Et on vient de construire un bateau. Alors, quand je vous dis un bateau, c'est un canoë qui fait 4 mètres de long. Hein. D'accord. On ne va encore pas construire un bateau pour traverser l'Atlantique. En fibre de lin et en amidon de pomme de terre. C'est du PLA, ça s'appelle. Et du poly, je sais pas quoi, acide, je sais pas quoi. Et en fin de vie, ça, on le composte et on peut le mettre dans la terre. Ah, c'est un sacré challenge. Ah oui. Pour le nautisme, mais aussi l'automobile, la construction automobile commence à en mettre dans ses portières de voitures, l'aéronautique, l'habitat. Il y a un vrai challenge autour des biomatériaux et ça me passionne. Ça commence à être connu. Alors, il y a eu aussi ce livre, toujours chez Glénat, Préserver la mer et son littoral, les clés pour agir. Alors, j'allais dire un petit livre, en fait c'est faux, parce que quand on l'ouvre ce livre, il est d'une densité, d'abord il est très bien fait parce que c'est très illustré, c'est très coloré, donc ça se lit facilement. Moi j'ai ma fille de 8 ans qui s'est plongée dedans, vous voyez, qui était sans doute plus attirée par les graphiques et les dessins au départ, mais peu importe, il y a un petit paragraphe qu'on lit, etc. Et c'est extrêmement dense, ce tout petit bouquin, pour préserver la mer et son littoral. Quel était le but exactement de ce livre ? Écoutez, la mer, même moi, je ne la connais pas bien. La mer, pour nous, Français, c'est 11 millions de kilomètres carrés qui sont puisqu'on a tout l'outre-mer. On est le 2e pays au monde pour le territoire maritime. Et en même temps, on la connaît en surface. C'est qu'à le dire. On ne connaît pas forcément les 3 dimensions. Moi, ça a été, quand je vous disais, gamine, je faisais de la plongée sous-marine. C'est vraiment ça c'est en découvrant qu'elle avait 3 dimensions que ça m'a passionnée. Et en même temps, l'idée, c'est de mieux la faire connaître, comprendre comment ça fonctionne, qu'il n'y a pas une mer, qu'il y a de multiples facettes de la mer, et que cette rencontre entre la mer et le littoral, elle est à la fois extrêmement... Elle est essentielle, parce que la vie en mer se reproduit au large des estuaires, à la sortie des estuaires, partout là où la terre rencontre la mer, tout ce qu'on déverse de la terre vers la mer, ça va la nourrir, mais le problème, c'est qu'on la nourrit 10 fois trop, quoi, avec, voilà. Ou la détruire, ce que j'allais dire, ça va la nourrir. Et voilà, ou la détruire. Voilà. Et donc, c'est juste pour comprendre à la fois ses richesses, ce bouquin, ses fragilités. Voilà. C'est pour comprendre les enjeux, qu'est-ce qu'on attend de la mer, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on soigne des cancers grâce à des bactéries qu'on est en train de découvrir dans les grandes fosses océaniques, vers les sources thermales, parce qu'il y fait froid et chaud, qu'elles supportent des variations de température extrêmement fortes, qu'elles ont des caractéristiques et chimiques et mécaniques complètement incroyables, qu'on peut même construire, je parlais des polymères tout à l'heure avec mes biomatériaux, on peut construire des polymères grâce à des bactéries des grands fonds, qu'on peut développer les énergies marines, etc., etc., etc. Donc c'est aussi des pistes pour la préserver, et c'est des pistes pour tout un chacun, même terrien. Voilà, c'est un petit guide. On a encore beaucoup à apprendre. Hein. C'est ce qu'on en entend de la mer, que c'est encore finalement quelque chose qu'on connaît très très mal. Absolument. Et moi, je sors du Grenelle de la mer. Là, j'y ai passé 2 ans. J'ai mené plusieurs missions. Je vais rentrer, puisque je rentre au Conseil économique, social et environnemental, avec toujours cette ambition de mieux la faire connaître et puis parce qu'il y a des enjeux extraordinaires. Les participants au Grenelle de la mer ont sorti ce slogan: la mer est l'avenir de la terre. Mais j'y crois beaucoup.
C'est joli comme slogan. J'aimerais qu'on évoque pendant quelques minutes la figure d'une grande dame de la mer qui était Anita Conti, qu'on retrouve d'ailleurs dans un livre auquel vous avez participé, collaboré, sur les femmes. C'est vraiment les femmes liées à l'univers de la mer. Et Anita Conti, forcément, ça a été une grande photographe qui s'est beaucoup plus intéressée au monde de la pêche. Elle était océanographe aussi. Voilà. Alors, c'est une dame pionnière aussi. Pionnière, absolument. C'est-à-dire qu'elle, dans les années 50, elle écrivait Racleur d'océan, qui est un texte qui... elle a embarqué sur des navires de pêche, elle a navigué sur les bancs de Terre-Neuve pendant des années. Et c'était une femme issue d'un milieu plutôt bourgeois, aisé, etc. Et elle s'est passionnée pour la mer et elle a réalisé des clichés qui sont absolument magnifiques. Et très tôt, elle a alerté sur la ressource et le fait qu'il fallait la préserver, etc., qu'il fallait arrêter de racler les océans comme on l'a fait. Et cette femme, pourquoi j'ai pensé à elle, je pense souvent à elle, j'ai eu la chance de la rencontrer, elle avait 90 ans. C'était la fin de sa vie, elle était dans une petite chaise. Et quand elle se levait, alors elle avait l'air toute ratatinée comme ça, et quand elle se levait, elle prenait 10-20 ans de moins. Jean-François Dogniot aussi, que j'ai rencontré, c'était pareil. Et dès qu'elle parlait de la mer, alors elle s'ouvrait. Elle s'ouvrait complètement. Elle était magnifique, et elle nous disait des choses. Elle croyait beaucoup à la jeunesse, elle s'adressait toujours à la jeunesse, elle parlait d'avenir, etc. Et c'était vraiment, moi, cette femme m'a beaucoup touchée. Et je pense souvent à elle. En plus, ces clichés, elle était très, très gaie, très souriante. Les clichés qu'elle a réalisés des marins sont uniques. Moi, j'ai jamais retrouvé des photos comme ça. Il y a de la gaieté. Il n'y a pas que la rudesse du métier de pêcheur, de marin-pêcheur. Elle avait beaucoup d'amour pour les gens qu'elle photographiait. Sans doute qu'elle en avait beaucoup, parce que d'abord, elle s'est fait accepter par des équipages uniquement masculins. Il fallait déjà y arriver à une époque où c'était pas gagné, quand même. Donc sans doute que l'amour passait déjà dans son contact avec les gens, qui ressort évidemment dans les photographies de cette grande dame qui nous a quittés en 97, je crois. Très gros héritage. Vraiment, Anita Conti, alors, on l'a surtout connue à la fin de sa vie, parce qu'elle est morte dans une pauvreté totale. Il y a un garçon qui s'est passionné pour elle, jeune, et qui a essayé de récupérer, de réunir un peu tout son héritage. Il y a un musée Anita Conti aujourd'hui, il y a eu des expositions Anita Conti. Mais on sent qu'elle est importante pour les gens de la mer et surtout pour les femmes. Isabelle Autissier, qui était venue, il y a Belle Lurette dans VIP, je crois que c'est la première année qu'on faisait l'émission, donc il y a 6 ou 7 ans, avait aussi évoqué le souvenir. Et Isabelle Autissier aussi, c'est quelqu'un d'important pour vous. Oui, une grande dame aussi, Isa. Une grande sœur. Une grande sœur, c'est comme ça. Isabelle, on se connaissait avant notre premier tour du monde, puisque mon premier, c'était aussi son... Elle l'avait déjà accompli avec escale, mais pas sans escale. Et on a vraiment fait connaissance là, et puis finalement, toutes les deux, on a derrière emprunté un peu le même chemin, sans vraiment se donner la parole, le mot. Le fait de s'investir dans les médias après. S'investir dans les médias. Alors moi, c'était mon métier d'origine, mais j'ai fait de la radio, elle en fait aussi. Elle était sur le Grenelle de la mer, j'y étais aussi, etc. Elle est très engagée. Elle est aujourd'hui présidente du WWF France. Et puis, elle m'avait incité à découvrir les mers du Sud. Alors, en course, on l'avait déjà fait, mais à découvrir. Moi, je suis allée en Terre de Feu, et puis en Géorgie du Sud, où elle a été aussi en Antarctique, etc. Et ces pays un peu, ces grands espaces blancs, un peu vierges, du bout de la planète, où aujourd'hui, elle y passe la moitié de sa vie. Sur son bateau Ada, où elle embarque des montagnards. J'ai monté une expédition mer et montagne, elle a aussi monté une expédition mer et montagne. On a toujours beaucoup de bonheur à se retrouver, presque plus aujourd'hui qu'on ne l'avait auparavant. Et on se voit peu, mais c'est toujours des moments, voilà, c'est ma belle... En général, c'est ma belle Isa, c'est ma grande sœur. On lui adresse un salut amical si elle nous regarde. On va passer, si vous le voulez bien, Catherine Chabot. Et Dieu dans tout ça, c'est ça? La Chabotte. Alors, la question tombée du ciel. Quand on est sur la mer, on est entre... Elle l'a senti venir. Elle l'a senti venir, bah oui. Mer et ciel. Alors, c'est le père Geoffroy-Marie, prêtre de la communauté Saint-Jean, qui s'est penché sur votre cas et qui vous pose une question. C'est la question tombée du ciel. Vous allez voir. Ah, génial. Bonjour Catherine, on pourrait vous définir comme une grande aventurière des mers, une passionnée par l'écologie, et vous avez fait cette expérience assez étonnante d'être sur un petit bateau pendant des semaines,
confronté à vous-même dans la grande solitude. Et j'aimerais soulever le voile de votre intériorité à ce moment-là. Comment considérez-vous cette planète bleue? Vient-elle d'un créateur, d'un Dieu créateur? Et pour vous, qu'est-ce que l'homme si petit au cœur de cette création? Qui est le Père Geoffroy-Marie? Eh ben, c'est un prêtre, moine également, de la communauté Saint-Jean, et voilà, qui participe à notre émission régulièrement. Et je vous le ferai rencontrer si vous voulez. Ah oui, non, Il impressionne beaucoup de nos invités, ah oui, beaucoup par ces questions. Il pose une question, vient-elle d'un créateur? Alors, il faut comprendre que quand on est sur un bateau seul, au départ, on est animal, on redevient animal. C'est-à-dire que l'homme n'a pas été conçu pour aller seul sur un bateau. Donc au départ, il est ballotté par les éléments, etc. Il ne pense plus. Et puis, avec le temps, tout à l'heure, je vous parlais, vraiment, il y a une expérience du temps que j'ai vraiment beaucoup plus senti, d'ailleurs, sur mon premier tour que sur le deuxième. Je n'aurais pas écrit Possible rêve sur le deuxième. D'ailleurs, je n'ai pas écrit après, sur ce tour du monde. Et petit à petit, on finit par avoir une relation vraiment particulière avec le ciel, avec l'espace, avec la nature, etc. Et parce que et avec soi-même. C'est-à-dire que quand on est en équipage sur un bateau ou même à terre, on est en permanence dans la relation à l'autre. Vous retirez l'autre, vous vous retrouvez en relation avec votre bateau, avec la nature autour de vous, avec soi et avec vous. Il vaut mieux se supporter dans ces cas-là. Alors il y a plusieurs choses, plusieurs réponses que j'ai envie avant de parler de la création. Est-ce qu'il y a un créateur? Moi, je n'ai pas la réponse. Après, on croit ou on ne croit pas. Ce que j'ai ressenti, moi, c'est d'abord plusieurs choses. C'est ce besoin, je vous parlais de rituel tout à l'heure. Et j'ai beaucoup mieux compris la vie monastique. Et j'ai beaucoup mieux compris les rites dans l'Église ou dans les cultes en général. Le principe du rituel, que je n'accomplis d'ailleurs pas forcément toujours, parce que je ne vais pas toutes les semaines à l'office. Je suis croyante aujourd'hui, je crois pouvoir le dire, élevée dans la religion catholique, pas pratiquante, si pratiquante, mais de manière épisodique. Je l'étais beaucoup plus fréquemment quand j'étais gamine. Je ne me retrouve pas forcément toujours dans les offices religieux. J'ai du mal à m'y retrouver. En revanche, j'ai eu une vie spirituelle sur ce tour du monde, sans doute assez importante. Et mes rituels de ma lecture, je lisais, ma sœur m'avait offert, j'avais embarqué la Bible, que j'ouvrais assez régulièrement. Et ma sœur m'avait offert un bouquin qui s'appelle La Petite Voix. Là, c'est aussi, il y avait un principe de lecture quotidienne, etc. Je connais avec des pensées, etc., à caractère spirituel, etc. Et alors, au bout d'un moment, on finit par se sentir quand on atteint l'harmonie sur son bateau. Dans les moments très difficiles, on se sent tout petit. Dans les moments où on atteint cette harmonie entre le bateau, les éléments, etc., et on a vraiment l'impression de comprendre sa place, de retrouver sa place dans l'univers. On ne se sent pas petit, on se sent aimé, on sent une espèce d'amour immense. Et pour moi, j'ai tendance à penser que le Dieu créateur, c'est avant tout cette énergie d'amour qu'on a en nous et qu'on a autour de nous. Et ça, je l'ai senti très fortement pendant mon tour. Et on va jusqu'à croire en ces âmes voyageuses. Ma grand-mère maternelle m'a beaucoup accompagnée pendant mon tour du monde. Quand je vous parle de ces âmes voyageuses, pour moi, elles étaient voyageuses. Les âmes qui m'accompagnaient étaient voyageuses. On croit à tout ça. On devient... C'est amusant parce que on ressent des choses qu'on ne ressent pas forcément à terre, même quand on revient. C'est-à-dire on a des espèces de choses évidentes. J'écoutais des cassettes d'Hubert Reeves sur le cosmos et je comprenais tout ce qu'il me racontait. J'écoutais... et tout ça vous paraît évident. Parce que vous l'expérimentez dans chaque cellule de votre corps à ce moment-là, dans ces conditions un peu extrêmes. Absolument. Et alors moi, j'ai beaucoup, à mon retour, conseillé aux gens de prendre des moments de retraite dans leur vie
Et j'ai beaucoup mieux compris la vie monastique, j'ai beaucoup mieux compris la vie des gens d'église grâce à cette expérience, parce que le recul, j'ai aimé partir pour mieux retrouver les hommes. Et c'est vrai que ces derniers temps, je lisais le Jésus homme qui était Dieu de Max Gallo. C'est mon dernier. Il se trouve que j'avais complètement zappé qu'on se voyait, et c'est le dernier livre que j'ai eu envie de lire. C'est bien, c'est agréable à entendre ça. J'ai complètement zappé que je venais dans votre émission, j'ai complètement zappé. Non, mais en fait, je ne l'ai pas lu parce que je venais chez vous, concrètement. Bien sûr, j'ai bien compris. Donc c'est le Jésus de Max Gallo, voilà, qui est sorti il y a quelques mois, oui. Et il parle de tous ces moments où le Christ prend le temps de s'éloigner des hommes, de se retrouver, etc. Attendez, lisez-nous un petit passage, puisque vous l'avez entre les mains. Je vois que, pareil, c'est de nouveau des post-it rouges dans tous les sens. Mais pour finir avec la question qui m'était posée, j'aimerais que... Ce qui est difficile, c'est que quand la vie revient, quand on revient à terre, toutes ces leçons qu'on a apprises, on les oublie vite. Voilà, on les oublie vite. Et la vie nous rattrape. Et ces moments de retraite que je conseille à tout le monde, je ne les prends pas forcément pour moi. Aujourd'hui, je suis maman et j'ai une famille et j'essaie de... Voilà, c'est ma priorité aussi est là. Et pourtant, je sais que j'en aurais besoin. Alors, mais j'ai besoin de retourner en mer justement pour vivre ça. Je conseille le presbytère du Père Geoffroy Marie, c'est dans l'Oise, c'est un endroit de retraite exceptionnel. Allez-y, ça s'appelle Troussure. Voilà. Mais oui, alors quand j'étais à la sortie de l'adolescence, jeune fille, je suis allée passer 3 jours à la Pierre-Quivire. Ah, bah en Bourgogne, c'est chez moi ça. Ah oui, j'avais adoré ce moment-là. Et je me souviens très très bien des échanges que j'avais eus avec un frère qui était là. Et non, je retrouve, c'est amusant parce que j'ai un bon copain qui est prêtre, c'est lui qui a béni mon dernier bateau, etc., qui était là, c'est lui qui était là. Je crois que vous alliez dire, c'est lui qui a baptisé mon fils. Je suis avec une navigatrice, il a béni son dernier bateau. Non, mon fils a été baptisé, mais pas par lui. Et c'est vrai que lui, il me disait, mais ce que tu vis en mer, tu vis forcément une spiritualité en mer. Enfin, ce que je lui racontais de ma relation avec le cosmos. D'autant plus que vous récitiez des Je vous salue Marie en mer, quand même. Alors ça, c'est une prière que je... Mais le problème, c'est qu'elle me fait toujours pleurer. Quand ma grand-mère maternelle est arrivée à la fin de ses jours, on était là à côté d'elle, ma maman et moi. Et ma grand-mère était très, très croyante, très pratiquante, etc. Et donc, on lui récitait des « Je vous salue Marie », alors qu'elle était dans ses derniers souffles. Et quand papa est parti aussi, c'est pareil, en lui donnant la main, etc. Donc, c'est des moments... cette prière, pour moi, est pleine d'émotions et elle est à la fois très gaie et très... Enfin, elle est tellement chargée. Et alors moi, j'aime bien le chanter. En mer, j'aime le chanter. J'aime beaucoup chanter. J'ai fait de la chorale quand j'étais gamine. D'accord. C'est quelle version que vous chantez? Parce qu'il y en a plusieurs des versions de Je vous salue Marie. Vous voulez que je la chante? Ouais. C'est ça. Mais non, mais le classique. Le classique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et alors, il est très... Vous avez une jolie voix, dites donc. Hein, vous la faites toute petite dans le micro, mais... Non, je la trouve, elle est très belle. Elle est très, voilà. Mais alors, il ne faut pas que je la chante parce que je suis capable de pleurer sur le plateau. Voilà. Alors, Max Gallo, revenons à lui. Alors moi, j'ai été épatée en lisant ce livre. Je vais vous dire pourquoi j'ai été très attirée par ce livre, parce que j'avais envie de 2 choses. De lire une vie, enfin la vie du Christ, mais dans son intégralité, sans en prendre un petit bout par-ci, par-là. Et j'avais envie d'avoir le regard de l'historien. Et alors, ce Flavius-là qui a ordonné, enfin pas ordonné, mais l'exécution aussi, du Christ, c'est vrai que j'ai suivi son parcours avec... c'est haletant, enfin, voilà. Et alors, j'ai regretté une chose, c'est qu'il ne prend finalement pas le recul de l'historien, Max Gallo. C'est extrêmement épuré. Moi, je trouve son texte magnifique, quoi. C'est vraiment superbe. D'ailleurs, j'en ai beaucoup discuté avec mon beau-père,
qui lui est très croyant, très pratiquant, etc., et qui connaît, qui est helléniste, latiniste, donc qui m'a dit que c'était très fidèle, etc., etc. Et moi, j'étais un peu embêtée parce que j'aurais bien aimé que Flavius s'interroge, enfin que Max Gallo, au travers de Flavius, s'interroge sur ce qu'on ne sait pas du Christ. C'est 30, enfin, il y a quand même des années où... Vous savez quoi, Catherine Chabot, moi aussi j'aime bien mettre les gens en lien, donc je vous donnerai le numéro de téléphone de Max Gallo, vous l'appellerez, puis vous lui direz ce que vous pensez de... Volontiers. Et donc, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vous ont plu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, j'aime beaucoup ce style, etc. Ce qui m'a frappée, c'est... et j'ai essayé de me remettre dans le contexte de l'époque, c'était la fougue du... Enfin, presque la violence du Christ. Excusez-moi d'utiliser ce mot-là, mais dans sa manière de s'adresser aux hommes, il y va, quoi. Avec une certaine fermeté, oui. Et alors, quand je lis « Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais le glaive, car je suis venu diviser l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, la bru d'avec sa belle-mère, etc. » j'ai souvent relevé le nez et je me suis... Vous avez couru vers votre copain prêtre en lui disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai besoin d'explications, quoi. Moi, j'ai besoin d'explications. Et en même temps, il le dit après, qu'il trouve la vie, la perdra, et qu'il perd sa vie à cause de moi, la trouvera, etc. Mais je trouve que même dans ses paraboles, puis même plus haut, les apôtres qui l'interrogent, pourquoi parles-tu toujours par parabole, etc. Dans les images qu'il prend, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de... Il ne laisse pas le choix. Enfin, à la fois, il laisse le choix, et à la fois, il y a quelque chose de très directif, quoi, d'un peu... Enfin, c'est pas directif, le mot. Ouais, d'un peu violent. Enfin, moi, je ressens... Je me dis, mais qui étaient ces hommes de cette époque qui sont pas différents de ce que nous sommes aujourd'hui, qu'il ait tant envie de les remuer, de les sortir de leur torpeur et de les entraîner avec lui. Et pourquoi parlait-il toujours par parabole aussi? Enfin, il y a plein de choses, enfin plein de questions. Mais je pense qu'il faudrait que je le lise et le relise et le re-relise. Et j'ai adoré ce livre. Voilà. Ah bon, bah, très bien. Donc une grande rencontre qui va démarrer avec Max Gallo. Quand je vous ai demandé, Catherine, quelles étaient les valeurs auxquelles vous teniez, vous m'avez dit, les valeurs du marin. Il y a 3 valeurs. Est-ce que vous pouvez nous les donner, ces 3 valeurs? Oui, alors, moi j'ai évolué dans mes valeurs, mais aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, je suis administratrice, entre autres choses, de la Société nautique de sauvetage en mer, la SNSM, et qu'elle a une charte qui prône 3 valeurs pour le plaisancier, le pratiquant, etc. Celui qui va en mer. Et je me retrouve beaucoup dans ces 3 valeurs, dans ma vie en général, pas que dans ma vie de marin. C'est le respect, la responsabilité et la solidarité. Et c'est vrai que s'il y en avait une que je devais mettre devant toutes les autres, ce serait le respect. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Voilà. Oui, mais parce que, en fait, dans la charte, il finit par le respect. Ouais, c'est pour ça que je le sais. C'est responsabilité, solidarité, respect. Ouais. Et je pense que c'est aujourd'hui celle qui prime, mais qui disparaît tellement, enfin, malheureusement, qu'on a besoin de rappeler tout le temps. Respect des autres, respect de son environnement, respect de soi. Je trouve que malheureusement, les hommes n'ont pas forcément toujours le respect. Et je trouve que ce n'est pas forcément une valeur qu'on apprend à l'école. Et c'est la valeur qui... Je sais que mon fils, c'est une des valeurs, c'est la première valeur que j'essaie de lui apprendre, le respect. Et puis la solidarité, parce que c'est tellement évident. Alors pour le marin, c'est porter assistance à l'autre en mer. Mais à terre, c'est tellement... Le terme de solidarité et cette valeur, elle implique tellement d'engagement, tellement de... C'est une ligne directrice, enfin, c'est ça, voilà. Quant à la responsabilité, on l'apprend beaucoup quand on navigue en solitaire sur un bateau. Et malheureusement, je trouve qu'elle fait beaucoup défaut aujourd'hui. Parce qu'on est à la fois... Alors c'est bien parce que par solidarité, on assiste...
Mais j'aime cette nuance. Je ne veux pas. Je trouve qu'il faut pas. Je ne suis pas pour l'assistanat, moi. L'homme est responsable. Et aujourd'hui, on tire tellement facilement la sonnette d'alarme pour tout. Il faut être à la fois responsable mais solidaire, ou solidaire mais responsable. Et les deux vont beaucoup de pair. Et quand on rajoute le respect autour de ça, je trouve que, voilà, pour moi, c'est vraiment le triptyque. J'étais en train de me dire, votre mari dirige un grand pensionnat dans l'ouest du pays. Il a affaire à des élèves. Ah oui. Des collégiens, des lycéens, un petit peu plus grands aussi. C'est quand même aussi 3 piliers, ces valeurs qu'on devrait enseigner. Enfin, je ne dis pas de mettre ça en gros sur son pensionnat, mais vous devez en parler tous les deux, lui, dans l'enseignement. Voilà, c'est les premières valeurs à apprendre à des enfants. La responsabilité aussi, notamment. Solidarité, évidemment. Alors, lui, il rajoute une valeur qu'on en a discuté encore il n'y a pas longtemps. C'est la bienveillance. Et j'en discutais aussi avec ma sœur. Il paraît que dans son entreprise, on l'appelle Madame Bienveillance. Mais parce que lui, pour accepter, enfin pour aider ces gamins qui parfois sont un peu en perdition, qui n'ont pas forcément toutes ces valeurs à la maison. Et d'ailleurs, les familles, malheureusement, les parents souvent se reposent sur l'institution pour transmettre ces valeurs, alors que c'est des valeurs qu'il faut impérativement apprendre d'abord au sein de la famille. Moi, quelle chance j'ai eu, moi, d'apprendre tout ça. Je trouve que c'est l'essentiel dans la construction de l'homme, elle est à la maison, et c'est à la maison qu'il faut apprendre tout ça. Et donc, mon mari me dit, je lui demande quel regard il porte, il essaie de porter sur ses enfants quand ils font des fautes, etc. Et ses parents, qui sont parfois en perdition et qui n'ont pas forcément transmis tout ça à leurs enfants, il me dit la bienveillance. J'essaie d'être bienveillant. Pas facile, je suis pas sûre que... Là. Et là, voilà, moi, c'est des repères. Maintenant, il faut arriver à décliner ça tous les jours. C'est pas simple. Bien sûr. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission. Ça s'appelle le questionnaire inattendu. Des questions qui partent un peu dans tous les sens et des réponses qui arrivent, ma foi, comme elles peuvent. Et voilà, non, vous avez l'habitude de l'imprévu en mer. Il faut faire face à l'imprévu. Ça va être une balade de santé pour vous. Un petit canot à rame. Vous allez voir. Le questionnaire inattendu. Non, c'est moi qui pose des questions. Catherine Chabot se disait qui pose des questions cette fois-ci. C'est un prêtre, c'est un invité, un ancien VIP. Ben non, c'est que moi. Je suis désolée, c'est encore moi. C'est une question difficile, mais je sens que vous serez au niveau, Catherine Chabot. C'est bien, je vous mets la pression. Ouais. Si vous pouviez être plus que vous, qui ou que seriez-vous? Plus que moi? Ouais. Catherine Chabot, puissance 100. Ça veut dire quoi, plus que? Plus que vous, si vous pouviez... Attendez, je suis journaliste, faites attention parce que je vais vous reposer. Non, et vous, c'est quoi plus que vous? C'est des questions que je suis parfaitement incapable de répondre. Si vous pouviez, plus que moi. Si vous pouviez vous amplifier, qu'est-ce que vous feriez? Ou est-ce que vous vous identifiez à quelqu'un? Ou ce serait quoi, Catherine Chabot, en pleine possession de tous les moyens possibles et inimaginables? Parce qu'on n'est jamais forcément, nous ne sommes que des hommes. Oui, on n'est que des hommes, mais... Enfin, des femmes en l'occurrence. Non. Si vous le permettez, je n'ai pas envie de me poser la question dans ces termes-là, parce que... Mais reformulez-la, il n'y a pas de souci. Parce que, à la fois, l'herbe est toujours plus verte à côté, je pourrais être plus, quoi. Plus généreuse, moins colérique. Si, ça, je peux vous dire, des moins. Si je pouvais être plus que moi, je serais moins colérique. Mon mari vous le dirait, mes parents aussi. Si j'étais plus que moi... D'abord, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être ce que je suis. D'abord, d'avoir eu la chance de naître sur cette planète qui est extraordinaire. C'est merveilleux, la vie. J'ai tellement de chance d'être née dans la famille aimante dans laquelle j'ai été. J'ai tellement de chance de... Moi, je connais pas la maladie, je connais pas... Je connais l'amour autour de moi, je connais l'amitié, je connais... Attendez, qu'est-ce que je veux de plus? Je voudrais juste être un peu moins colérique. En ce moment, j'ai des difficultés avec mon petit garçon et c'est vrai que je me mets facilement en colère. Je suis capable de lui donner une gifle. Et si je voulais être plus que moi, c'est être
C'est ça, être une mère. En ce moment, j'aurais besoin d'être aidée, accompagnée, je ne sais pas, mais c'est ça. Alors, attendez, si vous avez la recette, je trouve qui êtes à la maison, elle m'intéresse aussi. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration parce que toutes les gens, oh, vous avez fait le tour du monde, c'est extraordinaire, etc. Bah oui. Pour moi, l'aventure aujourd'hui, c'est si j'avais été mère de 4 enfants, etc. Alors j'en ai 4 une semaine sur 2 à la maison parce que mon mari en a 3 grands, en plus de notre petit. Mais je trouve que c'est merveilleux quoi, d'arriver à élever une famille nombreuse. Je trouve que c'est l'aventure la plus belle d'élever une famille. Et j'ai une chance extraordinaire. J'ai été maman assez tard. J'aurais pu ne pas être maman. Et je trouve que c'est beaucoup de chance tout ça, de vivre tout ça. Donc voilà, si je devais être plus que moi, ce serait moins colérique et plus attentive aux autres. Est-ce que vous avez une devise ? Oui, j'en ai une que j'ai depuis longtemps, qui est encore valable aujourd'hui. C'est que tous les rêves sont possibles à réaliser à condition d'entreprendre et de persévérer. C'est d'ailleurs la conclusion. C'est d'où le titre du livre, Possible rêve. Je crois beaucoup, parce que je crois beaucoup que tout ce qu'on réalise dans la vie, il y a une idée qui germe, puis une envie qui devient une envie pressante, etc. Et moi, la vie m'a montré que mes rêves étaient réalisables. Et ça m'accompagne beaucoup aujourd'hui. Mais à condition, par contre, c'est très difficile d'accomplir ses rêves, que ça passe par des moments où on se trompe, des chemins où on s'égare, beaucoup d'échecs. Moi, je ne parle plus d'échecs parce que c'est vraiment des périodes où on apprend, c'est des périodes de transition. Mais je crois à des choses incroyables. Aujourd'hui, moi, je suis persuadée qu'on est dans un monde qui entre en métamorphose parce qu'il faut qu'on change notre modèle économique, il faut qu'on change notre modèle de société. Ça, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Et je sais qu'on va changer. J'en ai mais l'intime conviction. C'est extrêmement compliqué tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre autour du développement durable ou de la croissance verte ou de je ne sais pas quoi. Chacun l'appelle comme il veut. On est en train de construire un nouveau monde. Et moi, je crois qu'on est capable de le faire. Donc, et je vais m'atteler dans toutes les années qui me restent à vivre, ou peut-être les courtes, peut-être que je meurs demain matin, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Bien sûr. C'est aussi ce que je me dis aussi, pas tous les jours, mais assez régulièrement. Donc, j'essaie de... voilà, ma devise, c'est ça. Je crois que votre devise, ça pourrait être aussi tout donner. Ça vous va bien. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de cette émission qui se termine. De moi, oui, je suis assez transparente. Oui, non, mais c'est super. Non, mais même, je parle dans la vie, très, très engagée, très, très battante, tout ça. Mais quel bonheur. Mais attendez, mais j'ai un plaisir fou, moi, à ça. Franchement, je reçois un maximum, quoi. Donc, mais je pourrais donner beaucoup plus. Ah ben, on vous attend en tournant. Allez, tout le monde sur le pont. Merci infiniment, Catherine Chabot, pour cette très belle émission, très joyeuse. Ça nous donne envie de faire plein de choses, ça nous donne plein d'énergie. Hein. J'espère. Sortir du studio, on va faire plein de choses là. Ça y est, c'est parti. Merci, puis à très bientôt. À Saint-Malo ou ailleurs. Peut-être, oui, volontiers. Au revoir.